Bien, merci, Dr. Benser. Je dois parler en 30 minutes du traitement du Covid-19. D'accord? Donc, je commencerai par des choses que vous avez peut-être déjà vues, parce que c'est une diapositive que j'ai utilisée à plusieurs reprises à chaque fois que je parle du traitement. C'est juste pour vous parler de la complexité de cette prise en charge, surtout au début de la pandémie, quand on n'avait rien, quand on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Donc, comme vous voyez, il y avait plusieurs possibilités, et c'était plus des anciennes molécules qu'on essayait de repositionner dans le traitement du Covid. C'est comme ça qu'on a eu, nous, l'azithromycine, nous avons eu la chloroquine et l'hydroxychloroquine, et il y a eu d'autres choses qui n'ont pas montré beaucoup d'efficacité. Alors, depuis, heureusement, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont changé, et il est important peut-être de rappeler la place de ces différents traitements qui sont actuellement disponibles. Alors avant, je reviens sur ce schéma qui nous rappelle la sévérité de cette pathologie qui commence tout doucement, forme légère, forme modérée, première phase, qui peut aller vers une deuxième phase qui est plus compliquée quand on commence à être touché le poumon, et puis une phase encore plus grave qui est critique, c'est le moment où on a la fameuse cascade inflammatoire dont on a parlé déjà ce matin et qui est la situation la plus sévère. Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'au début, c'est une phase qui est virale. Et puis, dans la deuxième phase, c'est une phase où c'est mélangé. C'est viral et inflammatoire. Et la troisième phase, c'est essentiellement inflammatoire. Donc, la thérapeutique va différer selon qu'on est durant la première phase, la deuxième ou la troisième. Alors, je vais parler d'antiviraux. Et donc, vous voyez très bien que les antiviraux s'adressent à la première phase. Ça va être presque inefficace si on les donne à la troisième phase ou à la deuxième phase. Donc, l'idéal, si on veut tirer le maximum de ce traitement antiviral, il faut le donner le plus précocement possible dans cette pathologie. Alors justement, c'est pour ça qu'il faut quand même se rappeler de la stratification de cette maladie entre pathologie qui est asymptomatique, ça c'est le début, puis ensuite une phase qui est phase de Covid léger, si vous voulez, puis une phase de Covid modéré, puis sévère, puis critique. Et nous, je pense qu'il faut qu'on puisse donner un traitement antiviral précocement. Bien sûr, on ne va pas pouvoir le donner chez l'asymptomatique, parce que le diagnostic ne sera peut-être même pas fait. Mais il faut viser le premier, disons le deuxième stade léger ou modéré, pour éviter que les patients n'évoluent et passent vers, disons, un stade plus sévère. Alors j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Je disais qu'il y a les comorbidités. C'est les comorbidités qui vont piloter la gravité de cette pathologie. Alors, on peut commencer déjà par peut-être l'asthme, qui va multiplier par 1,5 fois le risque d'aggravation. Mais tout de suite, vous voyez qu'il y a d'autres pathologies qui multiplient pratiquement par 3, puis d'autres qui multiplient par 4, 4,5. Et même quand il y a une association de plusieurs comorbidités, on arrive à une multiplication d'incidence de complications qui est multipliée par 5. Donc, finalement, il y a un certain nombre d'éléments qu'il est très important de détecter dès le départ pour pouvoir, identifier les patients qui sont les plus à même de bénéficier au mieux d'un traitement antiviral. Alors, quelles sont ces populations qui risquent d'évoluer vers des formes graves? Là, je reprends ce qu'a écrit le Haut Commissariat de la santé publique français, qui a donné un certain nombre de situations qui permettent donc de dire que c'est une situation qui peut s'aggraver.
les personnes qui ont un âge supérieur ou égal à 65, les antécédents cardiovasculaires, le diabète non équilibré ou compliqué, pathologie chronique respiratoire, rénale chronique au stade de dialyse, cancer évolutif, obésité, immunodépression, cirrhose, etc. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est dans des situations très particulières qui font que ces patients risquent d'évoluer très vite vers des complications du Covid. Alors, c'est chez patients où il va falloir peut-être utiliser au mieux l'arsenal thérapeutique dont on dispose. L'arsenal thérapeutique est actuellement relativement étoffé. Je commence par les choses que je ne vais pas traiter pour les éliminer. D'abord les immunomodulateurs, l'hydroxychloroquine, azithromycine, les corticoïdes, etc., les inhibiteurs d'interleukine. Tout ça, c'est très utile. Mais ce sont des immunomodulateurs qui vont être utiles pour la phase 2 et la phase 3. Ce n'est pas pour le début. Surtout pas pour le début, par exemple les corticoïdes, surtout pas au début, alors qu'on a vécu des situations dramatiques de personnes qui ont reçu des corticoïdes au début de l'infection, et donc on a favorisé, disons, la multiplication virale, et ça a favorisé l'aggravation des patients. Il y a également les anticorps monoclonaux. Il y en a beaucoup. Ça rend service, ça marche. Mais attention, avec les anticorps monoclonaux, il faut qu'on sache très exactement quels sont les variants et sous-variants qui circulent dans le pays. Sinon, ça risque de ne pas être efficace. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à savoir. C'est des produits qui coûtent extrêmement cher, mais c'est des produits qui doivent être utilisés de façon ciblée sur des variants qu'on connaît. Et puis, il y a les antiviraux. Les antiviraux, là, c'est utile parce que c'est quelque chose qui va nous permettre d'agir maintenant avec des produits qui sont dédiés contre, si vous voulez, le SARS-CoV-2. Et là, vous avez en rouge, j'ai gardé les produits les plus remarquables sur lesquels il faut qu'on parle aujourd'hui. Le remdesivir, le molnupiravir et l'association nirmatrelvir-ritonavir. Ce sont ces trois produits qu'on va détailler un peu plus pour pouvoir voir quel est leur intérêt, comment les utiliser et quand les utiliser. Alors, je commence d'abord par le remdesivir. C'est un produit antiviral qui est ancien. Il a été développé au tout début de l'infection Covid-19 parce qu'il était déjà connu quand il y avait le SARS-CoV, le premier SARS-CoV, SARS-CoV-1. En 2002-2003, il y avait déjà eu quelques petites études qui avaient été réalisées, puis ils ont continué à travailler sur d'autres coronavirus, et donc le produit était déjà là. Il suffisait de développer, de sortir des recommandations, de sortir des études pour pouvoir l'utiliser dans le Covid-19. Ben effectivement, ça a été fait. Ça a été fait chez les patients hospitalisés, parce que vous savez qu'au début de la pandémie, l'inquiétude, c'était les patients hospitalisés. Il fallait les tirer d'affaire. Il n'y avait aucun traitement, donc c'est ce qui a été fait au début. Remdesivir chez des patients hospitalisés. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça résume un peu tout. Quand on voit le tout venant, c'est le grand A, ça ne donne pas de grande différence entre ceux qui reçoivent le remdesivir et ceux qui ne reçoivent pas. Quand la personne a un fort besoin d'oxygène, là aussi, ça se chevauche, il n'y a pas de différence entre les deux. Quand la personne est intubée ou bien qui a besoin de l'ECMO, là aussi, ça ne donne rien. Les seuls qui sortaient comme avec une petite amélioration grâce au remdesivir, c'est les personnes qui ont besoin d'oxygène, d'accord, mais juste au masque ou aux lunettes, donc qui ne sont pas finalement très sévères. Et c'est ça qui a permis de dire que ce produit peut être utilisé, et il a eu l'AMM pour l'utilisation dans ces situations-là, mais ça n'a pas beaucoup pris. Il y a certains pays qui l'ont utilisé, d'autres pas. Alors,
les personnes qui ont produit cet antiviral, ils sont allés voir autre chose. Ils sont allés voir, est-ce qu'en l'utilisant de façon précoce chez des personnes s'ils ne sont pas hospitalisées, est-ce qu'il peut apporter un plus? Autrement dit, je le donne à quelqu'un qui vient de faire le Covid, bon, est-ce que je peux lui éviter l'aggravation? Effectivement, c'est ce qui a été fait, et on voit qu'il y a un intérêt. L'intérêt ici est indéniable. Donc il y a une réduction d'évolution vers l'hospitalisation ou vers le décès de 87%. Donc c'est un produit qui est bien, qui va rendre beaucoup de services. Malheureusement, c'est de l'injectable. Et donc de là, quelqu'un qui a le Covid, vous voulez lui éviter l'hospitalisation et puis vous l'emmenez à l'hôpital, ça fait un peu désordre. Donc là, il y a problème. Alors, quand il y a problème, on essaie de trouver une solution. Ben justement, le laboratoire qui fait le remdesivir, il a essayé de trouver une forme orale. Et là, les études sont en cours, il y a des résultats qui sont assez intéressants chez l'animal, mais on n'a pas encore de forme orale réellement, utile en pratique pour justement réduire ce risque d'évolution vers la gravité. Voilà pour le premier, donc le remdesivir. Nous passons au deuxième, le molnupiravir. Le molnupiravir a montré son intérêt, déjà in vitro, en montrant que ça permettrait de baisser rapidement la charge virale en fonction de l'importance de la concentration qu'on apporte vis-à-vis de ce virus. Et puis, ça a permis également de montrer qu'à partir d'une certaine concentration, on arrivait à obtenir une inhibition presque à 100% de la multiplication du virus. Donc, in vitro, ça semble marcher. Alors, comment ça marche? Ça marche en agissant sur, les acides ribonucléiques. Ça devient un inhibiteur de l'élongation, si vous voulez, du matériel génétique du virus, soit en bloquant cette élongation, soit en produisant une mutation au niveau de cette élongation. Alors, là, c'est important ce que je viens de dire, c'est que parfois ça entraîne une mutation. Et là, c'est un des effets indésirables potentiels de ce produit, c'est l'effet mutagène, qui a été montré chez certains animaux, qui n'a pas été prouvé chez l'homme, mais qui nécessite quand même un suivi régulier des personnes qui ont reçu ce produit. Et c'est ce qui nous empêche de le donner également chez les enfants, c'est les personnes en bas âge, chez la femme enceinte, parce qu'il y a quand même cet effet mutagène potentiel. Alors c'est un produit qui marche, qui réduit rapidement la charge virale, qui supprime même la transmission. Et ça a été montré sur une étude chez un animal, le furet. Donc il y avait des furets qui étaient contaminés par le SARS-CoV-2, d'autres qui ne l'étaient pas. Bon, on traitait les personnes, plutôt les furets ayant le SARS-CoV-2, on les traitait avec le molnupiravir et ça permettait de réduire la charge virale au niveau ORL de ces furets et donc réduisait la transmission vers les autres furets. Alors on est passé à l'homme, et chez l'homme, donc d'abord une phase 1 qui a permis de voir la tolérance qui est correcte, tout à fait parfaite, même aux doses importantes qui vont être utilisées en pratique, le 800 mg 2 fois par jour. La phase 2 qui a montré que contre placebo, il y avait une efficacité, donc il y a une réponse plus rapide quand on donne du molnupiravir que quand on laisse la personne sans molnupiravir. Et il y a eu la phase 3 qui a permis à ce moment-là d'utiliser le produit qui est actuellement commercialisé chez nous au Maroc. Donc je pense que la plupart d'entre vous l'ont peut-être déjà prescrit, le Movfor. Et ça a montré une différence entre les personnes
qui ont reçu le molnupiravir et les personnes qui n'ont pas reçu le molnupiravir, une différence en termes d'hospitalisation et en termes de décès. Alors quand on rentre un peu dans le détail, on voit que globalement c'est là, c'est ce que vous voyez ici, l'amélioration, la réduction du risque d'hospitalisation de décès est de 30%. Donc 30% moins de risque d'évoluer vers l'hospitalisation ou le décès. Par contre, quand on voit les deux phases qui ont été réalisées, cette étude de phase 3 a été faite en deux phases. Une première phase où ils sont sortis avec un résultat qui était vraiment très intéressant, avec 48% d'amélioration. Puis la deuxième phase faisait presque rien. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, déjà, ce n'est pas les mêmes pays. La deuxième phase a été réalisée surtout en Inde. Et entre-temps, il y a eu des variants qui sont apparus, et différents des variants qu'on avait au départ, et donc ça a un peu changé les choses, d'où ce résultat peut-être qui peut sembler faible par rapport à ce qui serait attendu. N'empêche que c'est un produit qui a été utilisé, qui est recommandé effectivement chez nous au Maroc, et voilà les facteurs de risque d'aggravation, voilà les situations dans lesquelles on doit les donner. Vous voyez qu'on retrouve très grossièrement ce que j'ai montré sur la plaque bien avant, qui était la plaque concernant les facteurs de risque considérés en France. Donc on retrouve l'âge supérieur à 65 ans, les pathologies cardiovasculaires, le diabète, les pathologies chroniques respiratoires, l'insuffisance rénale chronique dialysée, l'obésité, etc. Voilà. Donc vous voyez que les choses sont pratiquement les mêmes. Et si je reprends les recommandations nationales concernant ce produit, vous avez ici les contre-indications, bien sûr. Bon, c'est évident, si la personne a déjà fait une réaction anormale à ce produit, il ne faut pas le redonner. Et les précautions d'emploi, la grossesse, l'allaitement, la fertilité. Donc, je vous rappelle ce que j'ai dit concernant l'effet potentiel mutagène. Donc, c'est un peu pour ça que ces précautions d'emploi existent. La posologie, bon, on s'adresse à l'adulte de plus de 18 ans et on va donner, ça fait beaucoup de comprimés, 4 comprimés matin, 4 comprimés le soir, pendant 5 jours. Donc ça fait un peu beaucoup, mais la durée est réduite. Mais attention, il faut démarrer ce traitement le plus rapidement possible. Donc il faut le démarrer dans les 5 jours qui suivent le début de la symptomatologie. Alors, toujours concernant le molnupiravir, ici on peut voir un peu ce qui a été, ce qui concerne une étude sur beaucoup plus d'individus et qui permet d'aller explorer un autre élément, en dehors de l'élément, disons, hospitalisation ou décès. Ici, on explore la rapidité d'amélioration du patient. Parce que beaucoup des patients qui avaient reçu le molnupiravir disaient « au bout de tant de jours, je me sentais déjà mieux ». Donc, il y a une étude qui a essayé d'explorer ça. Effectivement, ils ont remarqué que ça ne donnait pas beaucoup de différence en termes d'hospitalisation ou de décès, mais que, effectivement, dans l'amélioration, il y avait une amélioration beaucoup plus rapide chez les personnes qui recevaient le molnupiravir contre ceux qui ne le recevaient pas. Alors le troisième produit, après le remdesivir et le molnupiravir, vous avez cette association nirmatrelvir-ritonavir qui va nous permettre là d'agir avec un produit qui est une antiprotéase. Cette antiprotéase, la nirmatrelvir, c'est un produit qui, comme vous voyez sur ce schéma, la petite courbe en bleu clair, c'est le nirmatrelvir seul. Donc vous voyez que la biodisponibilité n'est pas excellente, mais dès qu'on ajoute du ritonavir, la biodisponibilité est meilleure. Et ça, c'est connu parce qu'on le connaît déjà avec les pathologies, la pathologie VIH.
Beaucoup des antiprotéases qui sont utilisées dans le traitement du VIH utilisent le ritonavir à petite dose qui permet d'améliorer la biodisponibilité. C'est la même chose ici. Le ritonavir n'est là que pour booster la biodisponibilité du nirmatrelvir. Alors, là aussi, nous avons un travail qui a été réalisé, qui est l'étude PIVOT, qui a permis de retenir ce produit comme étant un bon produit pour éviter l'aggravation. Et vous remarquez que ce produit aussi est donné par voie orale, donc ça c'est intéressant pour quelqu'un pour lequel on veut éviter l'hospitalisation. Et quand on étudie les, disons, placebo et le produit lui-même, Nirma plus Rito, vous voyez qu'il y a une grande différence finalement à 28 jours. On voit qu'il y a une différence de 87,8% en faveur de l'association Nirma plus Rito. Donc finalement, ce produit permet donc d'améliorer la situation, ce qu'on peut voir aussi sur ces deux graphiques, qui sont là pour vous montrer surtout le délai. Le délai de démarrage de ce traitement par rapport au début de la symptomatologie est extrêmement important. Il faut démarrer dans les 5 jours. Mais si vous démarrez dans les 3 jours, c'est encore mieux. Regardez dans les 3 jours, on est à 89% de réduction du risque. Dans les 5 jours, on est à 88%. Bon, c'est une petite différence, vous allez me dire, mais quand même, c'est quelque chose d'important à retenir. Donc, c'est surtout pour insister sur un diagnostic précoce et un démarrage précoce de cette thérapeutique. Alors, bien sûr, ça, c'est des études qui sont faites, c'est des protocoles d'études. C'est bien surveillé, il y a des garde-fous, etc. Qu'en est-il de la vraie vie? Est-ce qu'on arrive à avoir des résultats pareils? Et on peut essayer de voir ici, à travers un nombre de patients beaucoup plus important, qu'on retrouve une efficacité de cette association Nirma plus Rito qui améliore. Et vous voyez que l'amélioration des patients, la réduction du risque d'aggravation est très importante chez certaines populations immunodéprimées, ceux qui ont une néoplasie, ceux qui ont une maladie neurologique, etc. Donc, quand on reprend en stratifiant en fonction des comorbidités, on arrive à montrer que ce produit peut avoir un intérêt extrêmement important. Alors, on peut se poser la question et par rapport au molnupiravir, est-ce que ça fait mieux, est-ce que ça fait moins bien? Surtout qu'on a des études pivots qui montrent quand même une différence. Je vous rappelle 30%, alors que pour l'autre, c'est au-delà de 80%. Eh bien, vous voyez ici, en haut, c'est des histogrammes qui concernent le molnupiravir. En bas, c'est des histogrammes qui concernent Nirma plus Rito. Et vous avez tout à fait en bas, c'est les guérisons. Parce que là, ça ne sort pas bien les couleurs. Donc, ce que vous voyez en bas, en foncé en bas, c'est les guérisons. Et ce qui est en foncé en haut, c'est les décès. Donc, vous voyez que les guérisons sont aussi rapides avec le molnupiravir qu'avec le Nirma et Rito. Les décès, c'est à peu près pareil également. Donc, je n'ai pas ici une étude qui permette de voir si c'était statistiquement significatif ou pas, mais en tout cas, les deux produits semblent pouvoir aller dans le même sens. Alors, comment utiliser le nirmatrelvir ritonavir? Eh bien, les indications, c'est d'abord le traitement COVID-19 chez les patients adultes qui ne nécessitent pas de supplémentation en oxygène et qui présentent un risque accru d'évolution vers une forme sévère. Donc, vous voyez que finalement, le problème est plus un problème diagnostic précoce et d'identification de ces personnes. Et donc, il faut aller voir qui peut identifier ces personnes. Et ces personnes, on les trouvera dans les spécialités
disons, de maladies respiratoires, dans les spécialités de cardiologie, dans les spécialités de diabétologie, endocrinologie, etc., la neurologie, etc. C'est ces spécialistes en particulier qui doivent détecter rapidement une personne qui a des symptômes compatibles avec le Covid, faire le diagnostic rapidement et savoir qu'il y a des produits qui existent et démarrer une thérapeutique le plus rapidement possible. C'est ça qui permettra d'éviter que ces patients vulnérables puissent évoluer vers une aggravation. Alors la prise, c'est relativement simple de comprimés. En fait, dans la boîte, vous avez deux types de comprimés. Vous avez dans la même boîte, vous avez le nirmatrelvir et vous avez le ritonavir. La personne doit prendre 2 comprimés à 150 mg à la fois, associés à un comprimé à 100 mg de ritonavir. Et puis le soir, il fait pareil. Donc 2 comprimés de nirma et un comprimé de ritonavir. Ça doit être pris pendant 5 jours. Ça peut être pris avec de la nourriture, sans nourriture, il n'y a aucun problème. Donc il n'y a pas de risque d'interaction avec les aliments. Alors, les contre-indications. Eh bien, j'insisterai sur une chose. C'est des médicaments qui sont de puissants inducteurs du CYP3A qui peuvent réduire significativement les concentrations plasmatiques du nirma et du ritonavir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir absolument, avant de prescrire, aller s'assurer qu'on n'est pas devant une interaction à éviter, une interaction, disons une interaction contre-indiquée avec ce produit. Il est très important d'aller vérifier, parce que n'oubliez pas, on est en train de parler de patients qui sont vulnérables, qui sont probablement déjà suivis pour une pathologie chronique cardiaque ou respiratoire ou autre, et qui sont déjà polymédiqués, donc à risque d'avoir déjà des produits qui risquent d'interagir avec ce produit. Donc il faut systématiquement que la personne qui va prescrire aille vérifier sur il y a plusieurs sites qui permettent de faire cette vérification. Moi, je vous propose celui-là qui est le plus utilisé, qui est le site de Liverpool et qui permet de voir si le produit que je vais donner a une contre-indication avec les produits que prend déjà le patient et il a décidé de ce qu'il faut faire. Soit il y a moyen soit d'arrêter le produit qui interagit pour donner nirma et rito, soit on ne peut pas l'arrêter parce qu'il est vital pour le patient qui a par exemple une cardiopathie. À ce moment-là, on ne peut pas donner ce produit et il faut savoir qu'on a quand même le molnupiravir qui est là, qui lui ne présente pas d'interaction particulière, mais qui présente quand même peut-être un effet qui est un petit peu inférieur dans les études qui nous sont fournies. Alors, au Maroc, nous avons eu plusieurs protocoles thérapeutiques qui se sont succédés. Premier protocole, vous le connaissez très bien, on n'avait que l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Bon, on l'a utilisé pendant des mois et des mois, mais heureusement, rapidement, nous avons eu le molnupiravir qui a permis d'avoir le protocole, le premier que vous voyez là-bas, où on place le molnupiravir, mais toujours pour des formes qui risquent de se compliquer. Le dernier protocole, c'est celui-ci. C'est celui qui est sorti en mars de cette année et qui, lui, nous permet d'utiliser les 2 produits, nirma ritonavir ou molnupiravir. Donc il les met au même pied d'égalité et qui permet donc d'avoir un choix. Et vous remarquez que ici, azithromycine et l'hydroxychloroquine ont disparu. Donc on ne les utilise plus. Il ne faut utiliser que les antiviraux qui ont été prouvés comme pouvant donner une efficacité. Alors il y a d'autres produits qui arrivent, tels que le bemnifosbuvir. Vous voyez, il y a le terme fosbuvir qui rappelle un peu un produit qu'on connaît bien dans le traitement de l'hépatite C. C'est un nouveau produit qui est en train d'être testé
Même ici au Maroc, il y a une étude qui peut-être va démarrer, mais là, le problème, c'est qu'il y a moins de cas de Covid, et donc c'est plus difficile de faire des études concernant les antiviraux. Mais c'est quelque chose qui est en train de, disons, d'arriver. On aura peut-être des résultats incessamment. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, en conclusion, je vous dirais que devant un adulte ayant un Covid-19 confirmé, léger ou modéré, des antiviraux réduisant décès et hospitalisation des patients vulnérables existent actuellement, que le molnupiravir est déjà utilisé, donc là on le sait, on sait l'utiliser, mais qu'il y a également l'association nirmatrelvir et ritonavir qui viennent enrichir cet arsenal thérapeutique, donc il faut absolument qu'on sache que ce produit également existe. Il faut cependant s'assurer de l'absence de contre-indication, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, de l'absence d'interaction médicamenteuse essentiellement pour nirma et ritonavir, de l'absence de grossesse ou d'allaitement, de l'existence d'un ou de plusieurs facteurs de risque d'aggravation, parce que c'est dans ces situations-là où ces antiviraux trouvent leur intérêt. Alors, il faut débuter le traitement le plus rapidement possible, ça c'est dans les 5 jours qui suivent le début de la symptomatologie, et il va falloir traiter ce patient pendant 5 jours uniquement. Voilà, je vous remercie.